Très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va répartir donc, cet atelier en quelques parties. Donc, en 4 parties. D'abord, c'est l'écriture des. Donc, là, peu importe. Donc, je vais annoncer quelques données. Okay. Vous allez prendre au moins 3 données et essayer de quelque sorte d'identifier le point où vous sentez, où vous pouvez donner quelque chose. Okay. Dans le premier exposé. Ensuite, donc, vous allez vous répartir en groupe de 3 étudiants. Okay. Ensuite, essayez d'apporter une solution à un problème que vous avez identifié durant mon exposé. Okay. Donc, votre première tâche, c'est d'essayer d'identifier un problème. Là où vous pouvez donner quelque chose. Okay. Essayez d'avoir le maximum de données. Parce que par la fin, vous allez, donc, en quelque sorte, rédiger sur la partie blanche de ces posters une carte mentale. Et dans cette carte mentale, obligatoirement, on doit mettre au moins 3 idées donc, exposées, au moins 3 idées qui ont été exposées dans cette présentation, plus une idée donc, que vous cherchez sur Internet, okay, ou bien vos connaissances. Et puis, chaque groupe de 3 étudiants, donc, essayez de rédiger une carte mentale dans laquelle il met au moins 3 idées, une idée, tout en précisant sa solution innovante dans la situation. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un exercice des affiches donc, pour vous façonner des nouvelles idées. Et bien sûr, on va vous donner 3 minutes pour le pitch, 3 minutes pour convaincre, donc, pour convaincre les autres de votre idée innovante. Ok? Est-ce que c'est clair? Pas tellement. On va y aller. Hein? Quoi? Ça va? En tout cas, on va pas plonger. Rien à ce qui est la facilité, mais on va essayer. Ok. Très bien. La séance en fait en Algérie, on a à peu près 1200 cas chaque année, diagnostiqués, nouvellement diagnostiqués chez nous. Après les accidents de la circulation, c'est la principale cause donc, des handicaps chez les jeunes adultes. C'est une maladie dont le système immunitaire attaque le système nerveux central. Donc, la majorité des patients sont des femmes, et la moyenne d'âge, la médiane d'âge avec 30 ans, elle touche la femme jeune. Vous pouvez imaginer une femme jeune, donc, qui a envie de, donc, surtout en âge de procréation, de des enfants, mais vous voyez, donc la maladie, handicap. Donc cette maladie auto-immune, bon, jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce qu'elle est auto-immune, on sait que c'est une maladie où le système immunitaire est impliqué dans l'immunothérapie, est impliqué dans ce qu'on appelle la démyélisation. C'est quoi la démyélisation? C'est-à-dire l'attaque, cette destruction de la myéline. C'est quoi cette myéline? La myéline, c'est une graine qui protège l'axone. Okay. C'est quoi la myéline? C'est une prolongation du cycle qu'on appelle l'oligodendrocyte dans le cerveau, dans la moelle épinière. Et cette oligodendrocyte a des protocoles, il s'enroule donc sur ces axones donc, et protège l'axone par cette myéline. Et cette myéline, son rôle, c'est quoi? C'est de permettre la transduction du signal électrique. Donc si elle disparaît, on a un problème électrique. Okay. Le passage électrique donc, doit être ralenti. Okay. Et c'est ça le problème de démyélisation. Donc ça peut toucher bien sûr le nerf optique, le cerveau avec le tronc cérébral et le cérébellé, et même la moelle épinière. Donc les principaux symptômes sont généralement la myopie, la fatigue, donc la fatigue musculaire, le problème cognitif, okay, et bien sûr le problème de marche. Donc il y a 2 formes, ça c'est du rappel juste pour vous ayez une idée, il y a 2 formes de cette maladie qui attaquent la myéline. On a la forme RR, la rémitante récurrente, okay, et on a la forme progressive. Donc la différence entre les deux, c'est que la forme RR, donc on a des poussées. Donc d'un seul coup, la patiente ne voit plus, n'arrive pas à marcher, ensuite il y a une rémission. Et tout disparaît d'un seul coup. Et la patiente se comporte plus normalement du monde. Et ça prend plusieurs années. On ne sait pas comment elle peut récupérer aussi simplement donc, dans la forme RR. La forme progressive, par contre, il y a une installation progressive de l'handicap. Le patient va droit par la chaise roulante, okay, progressivement, sans qu'il manifeste
des poussées comme ça, aiguës, des problèmes neurologiques. Donc, bien sûr, il y a, pour la forme malade, il y a une biologie, il y a une immunologie à part. Pour la forme progressive, il y a une immunologie, mais il y a une disparité entre les patients. Ça veut dire qu'on prend des patients qui ont la même forme, avec les mêmes éléments immunopathes, mais l'évolution de la maladie et son expression diffèrent de malade à l'autre. Ça, c'est un point qu'on voit qui s'est exploité par la suite. Donc, très bien. Donc, quand on est dans une pathologie théorique, là, supposons qu'on est ici, une firme pharmaceutique, on doit trouver une solution, faire face à autre chose. L'innovation ne se limite pas aux innovations pharmaceutiques. Okay? Donc, supposons qu'on a ce problème de la sclérose en plaques. Donc, vous avez une globation de cette maladie. Donc, c'est la première maladie handicapante après les accidents de circulation. Elle touche la femme en plein âge de procréation, plus tard de 30 ans. Et on a un problème de transduction, de passage du signal immunitaire. Et on veut apporter quelque chose à ces patients, on veut les aider. Donc, selon vous, comment peut-on aider ces patients? Donnez-moi des idées comme ça. Je veux apporter une solution innovante. Je ne vais pas les aider à la tête d'art. Non, non. On veut une solution innovante pour les jeunes. Le point important pour vous, c'est que plus de 50% des innovations dans le monde sont faites par des gens non diplômés. Et les grands chefs d'entreprise, les grandes entreprises dans le monde, et les gens qui ont des milliards, qui ont des milliards de dollars, sont des gens non diplômés. Ou bien ils ont créé leur entreprise avant qu'ils soient diplômés. Et c'est le cas de Facebook, le cas d'Elon Musk, de tout le monde aux États-Unis. Donc, plus de 50% des gens qui font de l'innovation sont des gens non diplômés. Et plus de 50% des gens qui font de l'innovation sont des jeunes moins de 25 ans. Et plus de 50% des innovations sont faites en dehors des établissements étatiques. Sont faites par des privés, okay? Par des jeunes qui ont des idées et qui n'attendent rien, n'attendent pas de la subvention de l'État ou bien l'encadrement de l'État, donc ils se mis sur le. Okay? Donc si je vous pose cette question, voici le contexte de la sclérose en plaques. Comment peut-on aider ces gens-là à travers l'innovation? Juste 2 idées, comme ça qu'on va avancer. À quelle heure on va terminer? Ok, allez-y. Match. Je vais donc maintenant vous donner, et je vais essayer de, en quelque sorte, vous répartir selon vos affinités, okay, par rapport aux innovations. Alors, le premier point, donc, quand on a un phénomène complexe, la première étape qu'on doit faire, c'est de le décortiquer. Et de le décortiquer en petits morceaux. On va s'intéresser à chaque morceau. Ensuite, on va remonter l'ensemble. Okay? Donc, d'abord, on sait que si on fait un diagnostic à temps, automatiquement, parce qu'on va faciliter. Donc, on a la pathologie. Vous savez que pratiquement toutes les pathologies accusent un retard diagnostique. On ne diagnostique pas à temps. Okay? Alors là, c'est par exemple, même aux États-Unis, la moyenne de retard diagnostique est de 10 ans. Okay? Donc, si on a un bon, c'est-à-dire quand je dis un diagnostic précoce, je vous demande pas d'inventer une méthode de diagnostic. Si je vous demande d'apporter une solution innovante dont la sclérose en plaques, non seulement, c'est-à-dire le diagnostic, je ne vous demande pas d'innover une méthode diagnostique. Vous pouvez par exemple développer un logiciel qui contient les principaux symptômes qui peuvent être négligés par un malade, okay? Et ce logiciel va accélérer la décision, la décision de diagnostic. Okay? Donc si on a un diagnostic précoce, ça engendre quoi? Ça engendre l'introduction précoce du médicament. Tu vas faire. Donc si on a un diagnostic précoce, ça déclenche, ça engendre l'administration précoce de la thérapie. Et si on administre précocement la thérapie, qu'est-ce qu'on engendre? On réduit la progression vers l'handicap. Et donc,
je vous demande, chacun, je dois réfléchir, doit choisir entre innover dans le diagnostic, innover dans la thérapeutique, innover dans accélérer la réduction, accélérer la prise en charge de telle sorte de réduire la progression. Essayez de réfléchir. Parce que le moteur, c'est les solutions innovantes. Et quand je dis améliorer, donc retarder la progression, je dis améliorer la qualité de vie. Okay, la qualité de vie du patient. Et quand on a, bon, bien sûr, la qualité de vie, c'est-à-dire retarder le maximum, retarder le maximum la chose au monde. Donc il faut savoir que si on retarde cette progression invalide de la pathologie, les conséquences ne sont pas uniquement sur le patient, mais également pour la société. Exemple, en France en 2021, la sclérose en plaques a coûté à l'État français 2 milliards, presque 3 milliards, 2 milliards d'euros par an. Donc imaginez si vous pouvez innover une solution, par exemple, qui retarde l'handicap, qui améliore la qualité de vie. Okay? Comment on peut gagner, comment vous pouvez gagner à travers cette innovation. Okay? Donc, je donne quelques exemples. Il y a un problème avec l'intention. Donc, par exemple, parmi les idées innovantes qui ont été introduites il y a quelques années en Espagne, je vous donne un exemple, donc un diagnostic rapide, donc faciliter l'accès à l'IRM. On va voir le diagnostic, on utilise l'IRM. Vous connaissez l'IRM? L'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire scanner les tissus et voir les tissus inflammés, les tissus, c'est-à-dire en fonction de la densité d'un tissu. Si le tissu est normal, on a un signal. S'il est dégradé, comme la myéline, il y a une dégradation. Les points où il y a de la dégradation, donc le signal sera différent par rapport à une zone qui est saine. C'est l'imagerie, c'est un problème, c'est un traitement de signal. Okay? Donc, par exemple, utiliser des thérapies innovantes au début de la pathologie. Ils ont aussi en Espagne amélioré le monitoring, c'est-à-dire le suivi des patients, et investir dans la recherche des médicaments. Cela a permis de. Donc, tout ça a coûté à l'État espagnol 140 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné 272 millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils ont investi 1 euro dans ces solutions innovantes, qui ne sont pas des thérapies, des nouvelles thérapies ou bien des choses innovantes réellement, techniquement. Ce sont juste des propositions. Donc, pour chaque euro investi, on a gagné 2 euros. Ok? Est-ce que c'est pas mal? C'est intéressant ou pas intéressant? Ok? Très bien, donc, voilà, ce que je vous ai demandé, donc, d'essayer de cibler l'un de ces points et d'essayer d'avoir une solution innovante. Donc, il y a 3 parties, 3 chapitres dans l'innovation. J'ai laissé le plus qui concerne plus le pharmacien vers la fin, mais ça ne veut pas dire qu'on est pharmacien, qu'on doit développer des thérapeutiques. On est pharmacien, c'est vrai, on est diplômé en pharmacie, mais ça ne veut pas dire que la société attend de nous qu'on développe un médicament. Donc nous sommes, c'est vrai, nous sommes diplômés, mais on peut apporter des solutions autres que le médicament à la société. Essentiel, on connaît la pathologie, on connaît cette maladie, on connaît le coût par rapport aux patients, on connaît le coût par rapport à l'État, on voit, on décortique le problème et on essaie d'apporter une solution pour toute une personne qui veut apporter quelque chose, une solution contre un problème. Ok? Très bien. Donc je vous donne donc, la première, vous avez oublié le ici, de la digital. Donc voilà, donc, quand on vous parle, les plus jeunes de nous, on vous appelle les jeunes, les enfants de l'ère digitale, parce que vous maîtrisez mieux que nous ce traitement de données, ce traitement bioinformatique de données. Okay? Ce qu'on attend de vous, par exemple, je vous donne quelques exemples qui ont eu des prix aux États-Unis. Par exemple, cette chaise roulante modifiée par cette personne-là, qui a eu le prix Bristol. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a modifié la chaise roulante de telle sorte qu'elle soit tout terrain. De telle sorte qu'elle en quelque sorte, permet aux patients atteints de la sclérose en plaques de faire des exercices, c'est-à-dire comme les autres, et sortir de sa maison, faire des exercices. Et ça améliore non seulement la qualité de vie, mais il permet à ce patient de réintégrer son milieu professionnel et apporter à la société. Okay?
Je donne un autre exemple, ça c'est l'outil d'assistance. Par rapport à l'ère digitale, comme cette start-up française, de Zinai, donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc, une simple solution, un petit logiciel qui permet de coordonner, je vous ai dit, il y a le diagnostic, il y a le traitement, il y a le développage, il y a le suivi sur de la maladie, la qualité de vie et le fardeau pour la société. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ce chef de start-up. Donc il a créé un petit logiciel qui permet d'organiser les relations, de coordonner le travail entre le malade, les centres d'imagerie qui est là, et son médecin. De telle sorte d'accélérer et réduire les temps. C'est tout. Il a créé une start-up aussi. Vous voyez? Donc, une autre solution qui combine les deux, c'est-à-dire les outils d'assistance, comme cette chaise roulante, et les outils donc, digital, numériques. Donc, celui-là, donc, aussi, il a eu le prix de Bristol. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a inventé donc, un petit dispositif qui fait des stimulations électriques. Parce que les patients, je vous ai dit au départ, et tout le monde, chaque mot ici compte. Alors, comme il faut capter le maximum de données pour pouvoir innover vers la fin. Donc, un petit dispositif qui envoie des signaux électriques qui est relié à un petit logiciel donc, basé sur l'intelligence artificielle qui peut donc prédire le patient avant qu'il tombe. Okay, parce qu'ils ont un problème de marche et le stimule, donc ils stimulent son muscle pour reprendre la marche. Donc, vous voyez donc les solutions. Ça, c'est la première catégorie de solutions. Okay. La deuxième catégorie de solutions, ça c'est par rapport à la qualité de vie du patient. On va revenir en arrière un petit peu dans le schéma que je vous ai montré. Donc on va revenir de la qualité de vie vers le monitorage. Le monitorage et le diagnostic. Donc par rapport au diagnostic, je vous donne quelques idées. Donc le premier outil diagnostique était les bains chauds. Okay. Avant d'inventer l'IRA, on mettait les patients donc, dans de l'eau un peu chaude. Et l'eau chaude, la température élevée, réduit. Déjà, ils ont un problème électrique. Un problème électrique, c'est pas sûr. Et la température, quand elle augmente, elle ralentit encore plus ce passage électrique. À travers cette ligne déjà dégradée, si on augmente la température, ça ralentit. Donc, encore une fois, ça aggrave le passage électrique et les patients commencent à exprimer, à manifester des symptômes d'asclose. Ensuite, on a inventé l'IRM, donc il y a eu le problème en 2003, et je vous ai dit que c'est un problème de signaux entre les tissus sains et les tissus endommagés. Ensuite, on a introduit un produit qu'on connaît depuis le 19e siècle, qu'on a découvert au 19e siècle, qui est le gadolinium. On s'est dit, tiens, voilà, si on scanne un tissu, il y a une différence entre un tissu sain et un tissu malade, et pourquoi pas. On ne sait pas si ce tissu est malade, la dialisation. On ne sait pas à date de combien. Est-ce qu'elle est à date de 2 semaines, de 3 semaines, de 6 semaines, de plus d'un an? Est-ce que c'est une dégénération tissulaire qui date d'un mois ou bien un peu plus? Donc il y a un jeune qui a eu l'idée, il s'est dit tiens, voilà, je vais introduire une molécule qui va interagir avec l'IRM, et cette molécule ne traverse pas l'endothélium que s'il est inflammé. Donc, il permet de diagnostiquer quoi? Les épisodes d'élimination aiguë. Et l'endothélium, juste pour une information, l'endothélium se répare au bout de 6 semaines au maximum. Donc, au moins, on a une idée que cet épisode, surtout si le patient présente déjà des signes cliniques, on voit dans l'IRM, en utilisant donc, le gadolinium insidiaire, donc c'est une démisation qui est récente. Okay. Ensuite, en développant la technologie de l'IRM, on est passé au IRM de 3 Tesla et on découvre donc un signal ici qui est un signal centré sur la veine qui est typique de la sclérose en plaques. Maintenant, si on voit ce signal, on classe le patient sclérose en plaques et en 2022, récemment aux États-Unis, donc quelqu'un